tant qu'activiste qu'on a toujours été, malgré les accidents de vie, voilà, comme tout à chacun, ben voilà, on garde dans l'esprit que le hip-hop, ça a une place dans notre cœur importante, et que ce soit Paris, Marseille ou Montpellier, Bordeaux, Perpignan, il y a des gens qui quand même tiennent là-bas, et toi, il y a des gros passionnés, merci pour... Tu vas me faire pleurer. Non, mais c'est vrai que... de le dire parce que voilà, on se côtoie, ça s'est passé. On ne s'est pas forcément côtoyé énormément. Mais à l'époque, ils ne voulaient pas de Parisiens qui venaient jouer à Marseille. Non, moi je me refusais de recevoir des Parisiens. Après, j'étais bien obligé de les accueillir. À l'époque, à Marseille, c'était genre dynastie. Il fallait faire avancer le schmilblick. Et je suis venu, et je t'ai connu, et puis voilà. Non, mais il n'y a jamais eu entre nous, enfin, après ce sont les médias par rapport à l'époque du football qui ont joué ensuite sur le truc Marseille, Paris. Non, mais après c'est les médias qui ont joué sur le truc Marseille, Paris à Marseille avec TN, etc. Mais c'était par rapport au foot, les discussions, et puis voilà, ils ont joué là-dessus. Mais on s'en va les bonbons. Franchement. Non, ça n'a jamais. Après, c'est vrai que Paris s'est beaucoup positionné avec une longue jumelle. Ils avaient une jumelle, ils voyaient jusqu'au Vieux-Port de Paris. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu des savoirs et être inspirés, les MC entre guillemets, même si il est là, il va me tomber dessus. Mais disons que c'est Rocky Squat en venant à Marseille qui découvre la mixtape réalisée par le Massilia Sound System pour IAM. Et c'est à partir de là que les groupes à Paris se sont un petit peu. Voilà. Ça les a un petit peu chatouillés. Ça les a chatouillés. Ils se sont dit, ouais, il y a d'autres choses qui se passent ailleurs. Et surtout genre, on n'est pas tout seul. Bah oui, ouais, c'est ça. Mais c'est super important dans l'histoire. Mais en fait, c'est Joe Star qui a ramené la cassette concept qu'il a fait à tout le monde à Paris, en disant ouais, bougez-vous le cul parce que à Marseille, il se passe des trucs sérieux. Donc arrêtez la rigolade. Et c'est lui qui a promotionné après, ils sont embrouillés. C'est leurs histoires, mais c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Après, Rocky Squad qui découvre ce qui passait à Marseille, Mochi, il était sur Massilia Sound System, il était sur à Toulouse, et voilà, il était le maître de cérémonie pour le Massilia, côté hip-hop, tout ça. Voilà. Je l'ai connu comme ça en 87. Ouais, c'est le Massilia qui nous avait pris un petit peu sous leurs ailes. Parce qu'ils en étaient capables, ils ont fait. Mais surtout qu'ils avaient un studio au panier, donc ils avaient la capacité technique de réaliser des maquettes. Et c'est comme ça ensuite que Imhotep il est arrivé à Marseille en 91, et c'est comme ça qu'il a rencontré Massilia. Et ensuite est devenu le producteur d'IAM, puisqu'il travaillait essentiellement dans le studio avec Massilia. Pour revenir à la naissance du hip-hop à Marseille, c'est né grâce à un monsieur qui faisait une émission de radio sur une radio qui s'appelait Radio Sprint, dans le journal de la Marseillaise. Et moi j'écoutais ça chez moi dans mon quartier, et un jour je prends le courage de l'appeler, et il me dit ouais mais vas-y, ça te plaît vraiment, samedi prochain t'as qu'à venir. Et en fait le samedi d'après j'y étais, et j'ai pas arrêté d'y aller pendant des années jusqu'à ce qu'il arrête. Et que après non, c'était Radio Sprint, c'était bien avant. Et en fait quand il a arrêté la radio, c'est moi qui ai perduré pendant 25 ans ensuite. Voilà, donc j'ai pris le relais un petit peu du truc, et voilà, on s'est tous rencontrés, on était un noyau dur au centre-ville, on s'est réunis au centre-ville parce qu'on n'habitait pas tous au centre-ville, moi j'étais des quartiers nord, Freeman il était des Lauriers, Chill il était de Plane de Cuc, Joe Shuriken il était de Pertuis, me semble-t-il, du coin de ce coin là-bas. Manière, il est arrivé au début des années 90, c'est-à-dire que le gros noyau, on était entre 5 et 10. Et voilà, il ne reste pas grand monde de cette époque-là. Mais dis-moi un truc, la danse hip-hop sur Marseille. La danse, c'est le premier groupe de hip-hop à Marseille, c'était les MCB dans lequel j'ai été, puisque j'ai été le DJ entre guillemets, j'avais pas de platine, pas de moyen à l'époque. Donc je faisais des mixtapes que j'enregistrais à la pause, en écoutant les émissions de Philippe Fiorini à la radio. Donc je faisais le samedi soir, j'enregistrais. Et le mercredi, on se retrouvait à la MJC à la Busserine, enfin à la maison pour tous, où Eric Chandel, ses parents étaient en fait les concierges de la maison pour tous de la Busserine.
Et c'est comme ça qu'on pouvait avoir une salle. Donc on avait une salle à nous le mercredi après-midi, les parents nous filaient la clé. Et moi je portais les tapes le mercredi et les MCB, les Marseille City Breakers s'entraînaient là. L'anecdote veut que bon, quand on est monté à Paris, quand Sydney avait son émission Chipper Chopé et qu'ils ont voulu faire là encore une fois la compète entre Marseille et Paris, donc il y avait les PCB d'un côté, le groupe de solo. C'est le hip-hop, hein, c'est le challenge. C'est ça, sauf qu'ils ont fait gagner Paris. Non mais il faut le savoir, techniquement, on les mettait à l'amende. Mais ils ont fait gagner Paris. Pourquoi? Parce qu'on était chez eux, mais vous savez quoi? Il va vous le dire. On veut les parce que les preuves, c'est dit dans la série Plus belle la vie que tu as tournée, enfin que tu as. Et où est-ce que je voulais en venir? En fait, ils ont fait gagner Paris. Pourquoi? Parce que Sydney sortait avec la sœur. Laquelle? Oui. Sydney sortait avec une des sœurs d'un des mecs des PCB. Et donc ils avaient déjà des points d'avance sur voilà. Donc on est redescendu, on était vénère, mais on savait au fond de nous qu'on était meilleurs que les Parisiens. Et ça perdure depuis tout ce temps-là. Et on est ça s'est jamais réglé et on en est toujours au même point. Voilà, les Marseille City Breakers ont perdu face au Paris City Breakers, les PCB. À cause d'une histoire de nana, c'est toujours pareil. Hein. En plus, cassure, on n'est pas sorti. C'est ce qui a créé le monde, c'est ce qui le détruira certainement pas. Ouais, carrément. Je me permets d'intervenir. Vas-y, on t'a pris parce que là, nous on tape la discussion. Je me demande, est-ce que quelqu'un peut poser une question? Est-ce que vous avez carrément, avec grand plaisir. Je pense que si une personne a une question en tête, n'hésitez pas, c'est là. La réponse peut prendre du temps, mais la question est bienvenue. Juste les B-Boy Stands, ils sont arrivés de quand? Alors, B-Boy Stands, Ayam, c'est né en 88, Soulsoul en 89, B-Boy Stands c'était juste un petit peu avant, 87. Oh là, et juste avant, disons qu'on traînait tous ensemble. Moi en 84, j'arrive à l'émission de Philippe Subrini. Et il y a une espèce de petit blond qui arrive avec des cheveux longs l'année d'après, en 85. C'était Chill. Chaos, il traînait un petit peu avec moi, c'est-à-dire que moi je l'avais fréquenté ou je l'ai rencontré la première fois que je l'ai rencontré, c'était entre les bacs de la FNAC, entre les bacs des imports. Et qu'est-ce que tu fais là? Je chatouille pas. Et bon voilà, on est devenus poteaux pendant quelques temps. Et tout a démarré fin des années 80, quoi. Mais avant 88, Ayam n'existe pas. Après, il y a des bouquins qui ont été faits, non pas par ceux qui avaient la visibilité, mais ceux qui ont la visibilité ont la possibilité de faire des biographies et autres, donc libre à eux de raconter leur version. Mais on nous met très souvent les protagonistes qui sont à l'origine de la création, de ce qui allait devenir. Et les B-Boy Saints, parce qu'avant les B-Boy Saints, il y avait aussi ce qu'on appelait entre nous, et c'était un terme qui a été inventé par Chill, le Crew Musical Posse. Donc en fait c'était un regroupement d'MC, en l'occurrence c'était bien avant les bases qui allaient composer le Côté Obscur, parce que le Côté Obscur c'était pas une société d'édition, c'était un regroupement d'MC méditerranéens. Ça partait de Nice jusqu'à Montpellier. Pignon aussi peut-être. Et oui, c'était vraiment le collectif. On avait des liens de design à Montpellier. Il y avait des MC de Nice qui faisaient partie de ce groupe, le Côté Obscur. Donc après, quand Ayam a décidé de s'accaparer le Côté Obscur comme une entité commerciale et en faire une bonne édition, il y en a beaucoup après qui sont restés chez eux et c'était terminé, quoi. Moi je voulais dire un truc, c'est que de Paris, on a toujours été impressionné par la vivacité de la scène rap, danse. On ne savait pas trop de choses, mais tu vois, fanflarage, etc. Enfin, voilà. Des trucs qui ont marqué les Parisiens, dans le sens où c'était toujours pur, bien fait, et ça claque. Du coup, ça remettait tout le monde. Ok, ils font ça, du coup, il faut qu'on fasse mieux ou ça soit aussi bien. Et tous on avait en tête qu'il au moins faire aussi bien que les Américains, même un peu moins bien, mais voilà, c'était ça le challenge, parce que c'est ça qui nous disait, donner un guide à l'authenticité qu'on pouvait amener dans les hip-hop
Et surtout, il n'y avait pas d'exemple français, il n'y avait pas d'autres exemples à l'international autres que le hip-hop américain. On n'avait vraiment que cette représentation et ce modèle-là. Donc il a fallu à un moment donné modéliser le hip-hop américain à la French Touch, on va dire, à la French language. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément eu du mal à adhérer, parce que pour moi, la langue française, jusqu'à il y a très peu d'années, elle n'avait pas la même connotation au niveau sonorité que la langue anglophone. Et c'est vrai que c'était... d'ailleurs, en plus, moi, je parlais pas du tout anglais, donc c'était très, très problématique quand il fallait taper les scratchs. Il y avait Faf qui était là, parce qu'il lui, il avait fait l'université, donc il connaissait bien l'anglais, donc il traduisait les trucs, il me disait, voilà, lui, il dit ça, mais vas-y, tu peux y aller. Donc voilà, c'est comme ça aussi que j'ai appris l'anglais. Je vais dire que tu sais pas, je fuck you, ça veut dire... Exactement, voilà, exactement, il m'a tout appris. Donc voilà, il n'y avait pas de représentation, il a fallu créer le hip-hop français, et même à la limite, entre guillemets, le hip-hop européen, parce qu'après, le hip-hop européen dans sa globalité, dans sa majorité, c'est plus ou moins inspiré du hip-hop français. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a une radio techno commerciale à Paname qui s'appelle Skyrock. Et à un moment donné, il décide de faire une étude de part de marché. Qu'est-ce qu'écoutent les jeunes c'était voilà. Après, quoi. Oui, bien sûr. Non, la partie commerciale et la partie... ça a bouleversé un petit peu le regard et l'investiture qu'avaient aussi les protagonistes de la culture hip-hop, que ce qu'il soit à Paris ou à Marseille. Donc Skyrock fait une étude de marché, ils se rendent compte qu'effectivement, après les États-Unis, le deuxième pays dans le monde à consommer des albums, à acheter des albums, pas des maxi, à acheter des albums de hip-hop, c'est les Français. Donc excuse-moi, je te coupe, en plus à l'époque, il n'y avait pas de diffuseur. Donc effectivement, Skyrock s'est placé comme le diffuseur le plus important. Nova, c'était une niche, mais en fait, les artistes sortaient des albums qui finalement n'étaient joués nulle part. À côté de ça, le fait de rapper en français, c'était vraiment un combat sur le long terme. Et merci à Disroman, Johnny Go, JM, Lionel D, etc., d'avoir commencé à proposer une façon de faire qui n'était pas évidente, parce que sinon les gens ils disaient ouais, ça ressemble à Chagrin d'amour, c'est un peu trop strict, enfin voilà. Il fallait démarrer. Même si à l'époque on s'interdisait de sortir des gros mots, enfin voilà, il fallait que ça soit acceptable pour nous-mêmes et pour le business, bien qu'on n'envisageait pas. Mais bon, ça a pris beaucoup de temps et ça a démarré quand même très tôt. 83, 84, il y avait déjà des gars sur Paname qui rappaient en français, parce que c'était important de le faire. Et effectivement, tu as raison, c'est que les autres pays d'Europe, l'Espagne, l'Allemagne, etc., se sont dit, même les Anglais, ils essayaient tous d'avoir un accent américain, alors que finalement, ils avaient un accent cockney, genre Londres du Sud, ou Nottingham, ou Liverpool, c'est pas le même accent. Du coup, ça les a libérés, le fait que nous, on s'attache à le faire. Les Allemands sont mis à rapper en allemand, les Japonais en japonais, etc. Alors que le passage obligé de tous les MC de l'époque, c'était ok, tu fais un truc dans ta langue, mais il faut absolument faire du yaourt, essayer de faire du rap un peu frais en anglais, ce qui était le cas début 80. Donc ça a été un long combat, une longue histoire, un long cheminement, et puis là, le résultat aujourd'hui. Merci à vous. On va terminer, mais merci à vous. Non, mais tu as raison, parce que moi je suis un blablateur, donc tu vas pas y aller. Peut-être qu'il y a une personne qui peut poser une question. Peut-être qu'il y a une personne qui peut poser une question en plus. D'ailleurs, je vais juste une petite précision, excuse-moi. Tout à l'heure, même s'il y a des connaisseurs, on parle de Chine, on parle de Akhenaton, de Hayab. Et quand on parle de Samplara, on parle du frère de Shuriken. Je peux en poser une, mais elle est peut-être encore anachronique encore. Je me rappelle des Logic Hip-Hop à Marseille, les premières soirées Logic Hip-Hop, à la Friche ou au Doc, je sais plus. À la Friche. Et qui étaient absolument dingues.
Vraiment, moi j'ai un souvenir de Ouais. ces moments-là, les premiers pas de la Funky Family, tout ça. Je sais que c'est plus tard, mais. Non, mais c'est la même période parce que en fait, l'association, enfin moi j'ai débarqué à la Friche en 91, l'année de sa naissance, on va dire. D'accord. Philippe Fouquier, il a créé la Friche en septembre, octobre, je suis arrivé en octobre-novembre. Mais j'ai pas commencé tout de suite mes activités DJ et ateliers tout de suite. Mais c'est vrai que l'association AMI, qui s'occupait un petit peu de trucs culturels et de programmation culturelle, notamment le Festival Mimi, a eu, vu que je passais du temps moi, on m'a débauché d'une radio pour me retrouver à Radio Grenouille. On est venu me chercher pour faire une émission à Radio Grenouille parce qu'ils voulaient du hip-hop sur leur programmation, enfin sur leur fréquence. Et donc, je me retrouve donc à la Friche. Et donc, l'ami me sollicite et décide, dit ben, ce serait une bonne idée, puisqu'Ayam avait un local de répétition qui leur a permis d'écrire le premier album. Donc, il y avait déjà un lien, on va dire, il y avait déjà un contact. Et disons que ça a intéressé l'association sur place d'avoir un festival, d'avoir une identité, d'avoir un truc, de créer un événement. Ils ont demandé à Ayam d'être les parrains, de parrainer la première et deuxième année. J'ai été le programmateur ensuite à partir de la deuxième jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'on était sollicité à chaque fois en tant que groupe et activiste du mouvement hip-hop à Marseille. On était très sollicité sur la programmation, sur les activités événementielles qu'on nous proposait. Et c'est vrai qu'on a permis donc de se promouvoir. C'est-à-dire que Ayam, première année, avec Soul Swing, donc mon groupe, il y a eu ensuite, l'année d'après, je crois, Continamore, Funky Family, Troisième Œil. Des petits jeunes qui débarquent, j'avais Voilà. pas entendu la parler de la Funky Family, par exemple. Voilà. Notre but, c'était aussi de valoriser les jeunes qui étaient derrière nous. Et comme nous, on avait été valorisés par tout le monde, je veux dire, Ayam, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est pas parce qu'ils ont vendu, certes, parce qu'ils ont vendu beaucoup de musique, qu'ils sont passés à la télévision, mais un groupe a son histoire parce qu'autour de lui, il y a des gens et des potes qui les soutiennent. Et c'est ça qui fait le buzz d'un groupe, je pense, à un moment donné, et qui porte ensuite un intérêt commercial par la suite. Mais logique hip-hop, ouais, sacré belle période. Pas tout fait, mais les premières, j'ai des souvenirs de claques, de voir des gamins de 12 ans, de 14 ans qui arrivent, qui te mettent le feu, le monde qu'il y avait. C'était génial, c'était génial. C'était génial, c'était bon enfant, c'était vraiment l'esprit hip-hop dans toute sa globalité. Et en même temps, on y avait fait venir, moi j'avais insisté pour qu'ils fassent venir les Rocksteady Crew, donc les Rocksteady Crew avaient fait des ateliers pendant 2 semaines, des DJ internationaux, Razel, la première fois qu'on voyait The Roots en live, je crois même que c'était la première fois qu'il venait en France. Moi j'ai eu la chance de faire venir The Alcoholics, et puis Born Jamaica, j'ai kiffé Born Jamaica, j'ai fait, on a vu des trucs exceptionnels. Après, ça a été la fin, et un jour en discutant à la fin d'une soirée, tu étais là d'ailleurs, tu jouais à l'espace Julien, on se retrouve à dehors, il y avait Paul, le programmateur de la Funky Family, moi, toi, on était en train de discuter, il y avait Sat aussi de la FF, je crois pas. Et on était en train de tchatcher, en train de discuter, ouais, on faisait un truc, putain, et on se l'a dit, enfin, on était plein de mélancolie du passé, on se voit pas souvent, tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se voir, pour réaliser quelque chose et tout. Et du coup, il y avait Malek, il y avait Freeman à l'époque qui était avec une nana, Isa, et qui s'intéressait à tout ce qu'on faisait aussi. Et à un moment donné, mais pourquoi on ne crée pas une association et on crée un festival? Et ok, d'accord, et comment on l'appelle et tout, machin. Et à l'époque, il venait de sortir le film Mars Attack, les extraterrestres. Et on pense à Mars Attack. Donc c'était Mars Attack, mais Attack, pas comme il est écrit aujourd'hui. Donc Isa, l'ami qui était la petite copine. Je me rappelle plus l'histoire de la naissance de ce festival. On fait partie de ce groupe-là parce qu'on en parlait entre nous. On était 4-5 qui a discuté de ça. Et une semaine après, Isa elle arrive et dit voilà, j'ai monté l'association Mars Attack. Allez.
Et c'est parti. Ah, ça claque, Et donc, la première année de Mars Attack et les 3 premières années, c'était exclusivement hip-hop. Si on retrouve les premières programmations de Mars Attack, c'est Funky Family, Soul Swing, et puis je sais plus qui, Carré Rouge, en fait, c'était vraiment la scène marseillaise. C'était notre festival à nous. Et par la suite, Isa, après c'est l'histoire compliquée. Isa était avec son cousin, son la tête, machin truc, donc ils l'ont évincé, et ensuite ils ont récupéré le festival, et ça en est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Marseille, quoi. Comme tout à Marseille. Par Marseille, non, l'individualisme, en fait, la problématique qui a tué la culture hip-hop, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler, on ne parle pas de hip-hop aujourd'hui. Pour ma part, le hip-hop est mort. On est aujourd'hui dans ce que j'appelle moi une variété, rap variété, parce que voilà, on est rentré dans une industrie et on n'a pas fait pour protéger les jeunes générations, tout ça. Et en même temps, on ne pouvait rien parce que le business et l'évolution technologique ont eu raison de nous quelque part. C'est-à-dire que la mondialisation et l'avancée technologique ont fait l'individualité de l'individu dans la communauté. C'est plus compliqué que ce qui est... Comment tu veux protéger des jeunes qui veulent te mettre à la retraite anticipée? C'est compliqué. Ils n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont pas les bases. Comme le dit très bien, les bases qu'on n'a pas eu, hein, mon fils il a 11 ans et il kiffe, comme il s'appelle, Orelsan. Il le dit très bien, vous n'avez pas les bases. Chef, on a une question. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous disiez, justement, qu'est-ce que vous pensez de la scène actuelle, sachant que vous avez vu la naissance du hip-hop en France et aujourd'hui je vais clôturer et après je te laisse terminer. Pour ma part, je n'ai jamais vu la scène actuelle. D'accord ? Je la perçois par des sons, par des trucs, mais je ne l'ai jamais vue. À notre époque, il fallait que nous voyions, il fallait que vous nous voyiez. Il fallait que vous nous tolériez, que vous nous acceptiez sur scène. Il fallait que vous nous supportiez pour pouvoir vendre ou pour faire des soirées ou pour prétendre faire des trucs. Aujourd'hui, on a renversé la vapeur. Aujourd'hui, il ne faut pas passer son diplôme, il ne faut pas passer son CAP pour devenir boulanger. Je pense qu'il faut regarder des vidéos sur YouTube, tu deviens boulanger, tu fais ton pain, et ensuite tu passes éventuellement ton CAP. Mais si tu gagnes suffisamment d'argent sur YouTube, tu n'as pas besoin de passer ton CAP, donc ça ne servira à rien. Donc tu vois, on a renversé en fait la modélisation du truc. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui font pas de scène. Il y a combien de gars qui ont vu, moi il y a des jeunes, si, ils en font, mais je me parle des concerts, les derniers concerts de Mars Attack, pour revenir à ça, apparemment c'est une aberration. Je veux dire, les mecs qui montent sur scène, ils prétendent faire rap, ils prétendent faire du rap, ils prétendent être des MC. Les mecs, ils font du playback. Là, maintenant, ils sont incapables d'improviser. Le freestyle, en fait, ça passe. Personne n'était capable d'improviser déjà à l'époque. Il n'y avait que Lionel, c'était rare. Ouais, il a fallu arriver. Même si c'est le truc le plus important pour un aux alentours de 4. En fait, l'âge d'or de l'écriture français, pour moi, c'est mi-90. Entre 96 et 97, peut-être 95. À partir de là, on commence à avoir une construction grammaticale. Vraiment. Je suis pas d'accord, et tant mieux, comme ça je vais pouvoir enchaîner derrière. Et je te laisse conclure. Moi j'ai un constat beaucoup moins pessimiste que le tien, c'est-à-dire que je considère, vu l'histoire du rap, tu vois en 79, 82, il y avait les papis, tu vois, les quarantenaires qui faisaient des super disques bien léchés, voilà, ça jouait, les synthés étaient bien calés, tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a les petits frères de ceux-là qui se sont dit, mais ça, c'est bon quoi. Juste une boîte à rythme, un bon rappeur et ça suffit. Et de là est né les Cool J, enfin tu vois, toute une scène de ce qu'on appelle rap and roll, parce que c'était brutal, c'était rude, mais ils se sont accaparés un truc différent que les parents disaient, ouais non, c'est un peu trop bruyant, nous le rap on voyait ça différemment. Et je trouve que ce qui se passe avec le trap, le drill, où il y en a des trucs extraordinaires, il y a de tout, comme il y a toujours eu. Il y a des trucs qui sont indigestes et d'autres beaucoup moins, et il y a des trucs remarquables. Et je trouve que la chance qu'on a, c'est notamment en France, c'est d'observer, de faire le constat que il y a
une, deux, trois générations. Et qu'il y a les enfants enfin, tu vois, les petits frères, des grands frères qui commencent à rapper. Ok, ils ont le matos facile, ils peuvent faire un morceau en téléchargeant un logiciel, et puis ok, ça va ressembler, mais à côté de ça, ils vont grandir, ils vont faire autre chose, et ça reste du rap. Et dans toute la scène qui est active, c'est tout dans l'oreille. Ok, ils ne font pas de concert, mais si, ils en font, mais entre eux, mais on n'est pas au courant, parce que c'est plus de notre génération, tu vois. Eux, ils savent, ils n'ont pas spécialement envie que nous, on partage ça avec eux, parce que c'est leur truc, c'est leur rap à eux, tu vois. Et là, tu me parles de sécurité, pour rebondir à ce que disait le jeune homme, c'est quand les mecs ils rappent en playback, c'est qu'ils n'ont pas cette assurance qu'avaient les MC. Les générations les premiers concerts, même à Yam, Keops, il avait un DAT, il faisait semblant de scratcher, tu vois, c'était du air scratch. Oui, ça, pareil pour DJS, pour EDM, c'était du air scratch, les gars ils faisaient du scratch playback, ils scratchaient alors qu'il n'y avait pas de scratch dans le morceau, enfin, etc., tu vois, c'est pas grave. C'est juste l'émulation et puis ça se passe comme ça. Sauf que moi j'ai jamais fait ça et pour moi c'était important la restitution. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais fait de réelle production et j'ai pas persévéré là-dedans parce que j'y trouvais beaucoup de fake et que j'ai préféré après, bon, j'ai fait 30 ans de scène avec différents groupes de tous les genres musicaux, mais moi après moi c'est ce qui m'intéressait, c'était le live et la scène. Les fakes, tout ça, les faux culs et les racontars, ça m'a jamais. Il y en a, mais pas que. Ça m'a jamais branché. Mais ouais, mais le problème, c'est que je retiens que ça me saoule. Est-ce que vous ne pensez pas que les majors ne sont pas pour quelque chose dans ce truc de playback? Alors, c'est pas que les majors, c'est Skyrock, Universal, Virgin, tout ça. Pourquoi Label Noir est devenu deux labels, tout ça? C'est un plan pour justement mettre tout le monde dans la même case et le rendre commercial malgré nous. Ça, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai échappé à ce paradigme, mais n'empêche que je l'ai vu se développer. J'ai commencé le rap en 93 avec LDM, avec tout ça, avec les cassettes et tout. Et puis, on était vraiment dans ce délire. Je suis d'accord avec Rebelle parce que le playback, c'est interdit, quoi. Interdit de voir du playback dans le rap, quoi. Quelqu'un qui vient faire un concert et qui chante en playback, c'est interdit, quoi. C'est pas Britney Spears. De toute façon, tu ne vas pas. Si tu sais que ça va être comme ça, tu ne vas pas y aller. Mais les gens aujourd'hui sont formatés. Moi, la scène nationale, je la connais. Je vais voir des concerts. Ils sont en playback. Mais en fait, je pense que tu vois tellement de jeunes qui franchement, ils ont une maturité. T'imagines même pas, tu vois, moi, je pense qu'il manque. La nouvelle génération, il y en a une qui est super intelligente, qui a compris plein de choses et qui, justement, sont d'accord avec toi. On ne fait pas de playback, on fait de la vraie scène, on fait les choses pour de vrai, et ils le font. Tu vois ? Ils sont en minorité. Certes. Espérons que ceux qui vont avoir la visibilité, certains réussissent à porter justement cette visibilité plus que d'autres. Parce que c'est vrai que si on aime cette culture-là, ce serait bon pour les autres et pour les jeunes futurs. Parce que c'est un faux débat, je trouve, parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas des artistes et il y en a qui sont des vrais artistes. Après, ceux qui sont en lumière, c'est pas forcément ceux qu'on voudrait, mais c'est comme ça. Regarde-moi, hein, par exemple. Après, quand tu dis c'est un jeu des maisons, il y a aussi le jeu des artistes eux-mêmes. Quand au début des années 90, il commence des groupes qui commencent à être visibles, des majors à Paris. Pourquoi nous, est-ce qu'on a toujours tourné le dos à Paris? C'est parce que tout était centré sur Paris. À chaque fois qu'on voulait entrer, ah non, mais il faut monter à Paris. Ah nanana, il faut monter à Paris. Non, mais attends, je suis bien à Marseille. Et en même temps, on montait à Paris, on rencontrait que des gens avec lesquels on n'avait pas forcément d'affinité ou de lien, donc il y avait toujours une petite appréhension. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. À la fois les MC ont joué le jeu, quand les maisons de disques disaient à un groupe, ben voilà, vous êtes 4, il y a 2 MC, il y a 2 danseurs, les 2 danseurs, vous n'en avez plus besoin. Ah non, mais nous on veut de la scène, on veut un show.
Ben, c'est pas grave, on louera 2 danseurs quand on fera des concerts. Et le mec, il accepte parce qu'il se dit, bon, au lieu de diviser mon cachet par 4, je le divise en 2. Et il y a beaucoup de groupes comme ça qui se sont retrouvés. Et ça a déchiré des groupes, ça a bousillé, ça a mis dans la tête de certains MC qu'ils étaient capables de faire des albums tout seuls, sans la formation à 4 ou à 5. Et c'est comme ça que tu as des mecs qui sortent un album et puis le deuxième, ils ne le vendent pas. Quoi. Et on en arrive aujourd'hui à des situations. Et de toute manière, nous les DJ, on l'a très bien senti au début des années 90, lorsque en 96, moi je suis très souvent invité à Paris dans les meetings, dans les réunions de DJ, c'est là où je croise de temps en temps Daniel, les Crazy Bee, les Fassordier et compagnie, et que on se retrouve dans les championnats, au JMC et compagnie. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les MC ne nous faisaient plus travailler en tant que DJ. Donc nous, ok, vous ne voulez plus de nous, rassurez-vous, nous ne voulons pas de vous. Et nous avons créé, à partir de là, ce qu'on a appelé, de la bouche et de l'invention de DJ Babou, des Beat Junkies, et qui a créé le turntablisme. Le terme turntablisme, c'est né à partir de ça. C'est né à partir de la volonté des DJ d'être indépendants et de montrer aux MC qu'on était capable de vivre sans eux. Pourquoi ? Parce que le DJ est à l'origine du hip-hop. Les MC ont obligé que c'est nous qui les avons créés. Donc, par exemple, voilà. J'ai une remarque ici, parce que donc, la conférence est aussi intéressante. Vraiment d'avoir coupé, si tu veux terminer, chef. Non, je voulais dire juste, voilà, le DJ est à l'origine du hip-hop. On en est encore la preuve vivante. Et je lis au DJ, en fait, je lis parce que pour moi, DJ c'est musique et danse, c'est indissociable. Là où il y a un DJ, il y a des danseurs. C'est absolument, c'est nécessaire. Et le rappeur est arrivé lorsque le DJ a commencé techniquement à vouloir utiliser ces 2 mecs pour pouvoir mixer. Donc à un moment donné, il ne pouvait plus prendre le micro pour dire « Oh les gars, bougez-vous le cul, il y a le bar est ouvert, allez, les bières, tant, voilà. Donc à un moment donné, il a chopé un poteau qui l'aidait à soulever les bacs de disques, il lui a dit « Tiens, ce soir c'est toi qui prends le micro et tu vas faire l'animation. » Et le maître de cérémonie est né comme ça, pour permettre au DJ d'être libre de cette patouille. Du coup, on a juste, parce qu'une conférence, c'est intéressant aussi d'échanger, d'avoir un débat. Oui, pardonnez-moi, j'ai tendance à croire que je suis tout seul. On a une remarque juste par rapport à ce qui s'était dit avant, et je trouve ça intéressant d'avoir aussi une confrontation et un débat. Moi, je voulais juste Bijoutier, représentant de la Zulu Marseille. Moi, je voulais juste intervenir, parce que quand même, vous êtes les 2 pionniers, on va dire, à Marseille. Ouais, ça va. Rebelle, c'est de Dynastie de Paris. Non, mais bien sûr. Dynastie, c'est le rebelle de Marseille. Attends. Moi, ce que vous oubliez aussi de préciser dans le débat. Ah, désolé. Non, mais c'est pas un reproche, au contraire, c'est vraiment pour aller encore plus dans le sens de ce débat. Je suis à 300%. On va danser là maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, ce que vous oubliez de préciser, ce qu'on oublie de penser aujourd'hui, c'est que là, on a des chevaliers de nous, ils ont eu 18 ans à l'époque, voire même ils étaient plus jeunes quand ils ont démarré, ce qui est un peu à l'image de ce mouvement, c'est-à-dire que c'est un mouvement fait par des jeunes, et donc qui a initié avec vous, en partie en France, qui a initié complètement en France avec vous, et du coup, toutes ces erreurs déplacées, elles ne peuvent être que légitimes. On n'a pas de connaissances, on n'a pas de... On n'avait pas de repères, on n'avait pas de... Personne n'était avant nous, donc on ne pouvait pas se repérer à quoi que ce soit. Excuse-moi. C'est juste que la nouvelle école, elle n'est juste que le reflet de ce que nous on était à l'époque, et que quelque part on a... Avec la société d'aujourd'hui, c'est pour ça que je faisais l'accent, c'est pour ça que je ne voulais pas incriminer les jeunes et leur façon de faire. Parce que nous, on n'arrive plus vraiment à comprendre, en tant qu'ancien, je me mets aussi dans votre famille, parce que je suis un ancien, à l'époque j'étais un petit jeune pour vous, mais maintenant je suis un ancien comme vous. Et on a du mal à communiquer et à maintenir cet échange et cette transmission.
Tu vois, ma propre fille, un jour, il y a 2 ans, elle me dit « Ah, tu connais Saint-Possil ?» Si, bah écoute, ton père, il est DJ quand même. Il regarde sur les étagères, là, il y a à peu près tous les maxi, les albums, il y a une trentaine de disques, c'est impossible. Bah vas-y, tu te régales. Et après, elle me dit « Tu connais Snoop Dogg ?» Si, ouais, mais bon, j'étais touché par l'intérêt que tu vois. Mais je te rejoins pour dire que nous, on a les cheveux blancs, certes, la barbe aussi, mais on est le seul pays au monde, puisqu'on est le 2e après les États-Unis, d'où tout est parti dans le reste du monde, on a été la passerelle, et qu'on a 3 générations, quoi. 3 générations, et la 4e est en train d'arriver. Tu as des gamines de 9 ans qui écrivent des textes incroyables, et puis il y a des outils qui font qu'elles peuvent élaborer des choses que nous ne pouvions pas à l'époque, et c'était tellement une galère, il fallait absolument sortir un disque ou faire une mixtape, et comment la partager, comment attirer l'attention, etc. Du coup, maintenant, ça reste, malgré ce qu'on dise, le hip-hop non-stop. D'ailleurs, il faut préciser qu'avant le hip-hop, ça s'appelait le non-stop aussi. Le comment, chef? C'est même le concert de Public Enemy qui a permis au hip-hop américain à Paris, au Logo, parce que j'y étais, qui a permis au hip-hop américain de remonter, qui s'est un peu. Non, c'est pas vrai du tout. C'est Loïc qui m'a dit ça. Non, mais Loïc il dit des conneries, mais ça ne m'étonne pas. Non, c'est pas vrai du tout, quoi. Nous, on était une petite communauté, mais on était super activistes, et on n'a pas attendu que Public Enemy vienne grâce à moi d'ailleurs, c'est pas grâce à Loïc. D'autre part, c'est moi qui ai assisté et qui avait le contact avec eux, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés au Globo à Paris en 87. Voilà. C'est ça l'histoire. Pareil, j'étais en train. Non, aux États-Unis, c'était vivace. Il y avait une baisse de. Non, il n'y a jamais eu de baisse. Ça a toujours été et génération après génération. Certainement pas Public Enemy. Parce que, tu vois, il y a eu certains, après, LL Cool J, il y a eu une nouvelle vague, Metallica, Rakim, etc. Ça a toujours été vivace, à tel point que même en tant que DJ, on ne pouvait pas suivre. Il y avait, je sais pas, 20 maxi par semaine qui sortaient, et que des trucs beaux, authentiques. Le rap commercial est venu bien formaté, est venu bien plus tard. Donc on essayait de suivre avec les magasins. C'est venu bien plus tard, après, avec les grosses majors qui rachetaient en fait les contrats des petits labels, voire même qui rachetaient même les petits labels créés par certains artistes. Il ne faut pas se bercer d'illusions par rapport à ce que tout le monde essaie de refaire l'histoire, sauf que nous on l'a vécu, et qu'on défend l'histoire qu'on a vécue. Elle n'était pas simple, mais pour autant on a réussi à faire des choses super importantes. Et alors on va pas écouter Patrick Bouffin qui va te dire oui, Public Enemy, c'est lui qui a sauvé le rap américain en France. Non, on était tous au courant et on suivait le truc. C'est le succès qu'a eu Public Enemy qui a donné un petit coup de feu. Mais en 87, personne en France connaissait Public Enemy. C'est moi qui les ai fait venir. Aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils étaient déjà super connus, ils n'avaient pas besoin, c'était Def Jam. Et puis eux, ils rappaient depuis super longtemps aussi. Avant, ils s'appelaient Spectrum City. Voilà. Sans Flavor Flav. Après, Flavor Flav était prof de piano et il travaillait dans le studio à côté de John D. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en tant que Flavor Flav. On a cru toujours pour un genou, alors qu'il a le même âge que moi, voire plus. Tout à fait. Mais je refuse que certains s'en approprient l'histoire. C'est pas qu'elles viennent de moi pour la plupart du temps, mais je comprends pas pourquoi un gars comme Loïc, personne ne le connaît, on s'en bat les steaks, mais quand même, c'est pas normal. Après, c'est toujours pareil, il y aura toujours. Comme les Bernard Zecchi qui explique que oui, grâce à lui, le rap est sorti du Bronx et a été à Manhattan, sans déconner. J'ai vécu à San Francisco. Non, mais après, il y a ceux qui racontent l'histoire et puis il y a ceux qui l'ont vécu. Et malheureusement, très souvent, ceux qui l'ont vécu n'ont pas eu la possibilité de raconter l'histoire, leur histoire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. D'ailleurs, le 5, je me permets, à Sciences Po, le 5 avril, il y a une rencontre
sur la naissance du hip-hop marseillais, avec plusieurs intervenants, dont moi-même, Philippe Chouamani et beaucoup d'autres. Pour finir, l'histoire elle est assez belle comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été importants, qui étaient à New York, genre Bernard Zeffry, actuel, et qui ont permis que ça vienne chez nous. Et à partir du moment où c'est venu chez nous, par exemple la Zulu Nation, c'était la Zulu Nation, c'était un truc des quartiers. Et c'est devenu Universal Zulu Nation. C'est-à-dire qu'à partir de la passerelle France, ils ont été dans tout le reste du monde. Ils ont semé les graines du hip-hop partout. Et grâce à la tournée de oui, c'est ça. Mais ça, ça suffit. C'est super important, ça suffit. On les remercie pour ça. Voilà. Donc pas besoin d'en demander plus parce que de raconter notre histoire, puisque celle-là, elle est déjà magnifique. Voilà. Merci à vous. Vous êtes tous restés jusqu'à la fin. Bravo. Your back, you rub mine. Make love in the dark or in the sunshine. Some night, thank for a glass of wine. You're so fresh, be mine on mine.